Bonsoir. Bonsoir. C'est curieux. Alors, comment on va s'arranger aujourd'hui? Alors, alors du coup, comme à chaque séance, on va la diviser par deux. Il y aura une partie là que je vais donner. On va continuer le raisonnement qu'on essaye de développer depuis le début de la saison, et puis après on va discuter des géants de la montagne, et je vais essayer de faire 2 heures, 1 heure. On va essayer de faire une pause, mais je vais essayer de prendre un peu moins de temps, parce que j'ai l'impression que sur les géants de la montagne il y aura beaucoup de choses à dire, à débattre. Mais du coup, j'ai utilisé un peu cette séance comme une manière aussi de refaire un peu le bilan des différentes conclusions qu'on a eues depuis le début de l'année. Donc n'hésitez pas, vous verrez, c'est assez segmenté, c'est en 8 points. On va finir parce que j'avais envie de vous parler d'un texte que je trouve très étrange, et je cherche un moyen depuis le début d'année de vous en parler. Donc là j'ai trouvé, vous verrez, c'est un peu tiré par les cheveux, mais on s'en sort plutôt bien, et donc du coup j'ai trouvé le moyen de vous parler de ce texte. Mais avant cela, on va utiliser, on va dire, la première grosse heure pour essayer de retisser un peu tous les éléments épars qu'on a soulevés au cours de l'année. Donc n'hésitez pas beaucoup plus que dans les autres saisons à m'interrompre, parce que c'est fait un peu pour ça au début. Après, ça va se compliquer un peu quand on va parler de lui là, j'en retroue. Mais avant, on peut, n'hésitez pas à m'interrompre, parce que c'est fait aussi un peu pour se remettre. Comme il y en a aussi qui n'ont pas pu voir ou pas pu assister ou pas pu lire les premières séances, ça permet de faire un peu une sorte de bilan, quoi, de continuité. Le séminaire de cette année, il est consacré donc du coup à un essai, une espèce de tentative de définir à quoi ressemblerait un théâtre à la hauteur des circonstances pour aujourd'hui. Pour cela, on a remonté un peu le temps et on s'est intéressé à plusieurs figures des années 20, en particulier donc du coup Erwin Piscator, un des Brecht, le Brecht sur lequel on s'est en particulier intéressé. Je vous le répète, il y en a quand même plusieurs, il ne faut pas se tromper. Celui qui nous a intéressé est celui qui a lu Le Capital donc en 1924 et qui a commencé à s'intéresser aux pièces didactiques, donc jusqu'à son exil en 32-33 à peu près, d'accord. Donc on avait ce Brecht-là, et on avait aussi ces pièces qui ont été écrites pendant la guerre civile espagnole. On a commencé un peu ce raisonnement autour d'une idée, c'est une citation de Piscator qui dit « L'art ne doit pas reculer devant la réalité », et ça nous a permis d'avoir en quelque sorte un premier élément, une première pierre en fait, à partir de laquelle on a pu construire notre définition, qui est l'idée que le théâtre, en tout cas ce théâtre-là qui nous intéresse, du coup pas le théâtre de la bifurcation, mais un théâtre à la hauteur des circonstances, aurait comme première caractéristique de ne pouvoir être jugé qu'à l'aune de la réalité. C'est le premier élément qu'on a eu, c'est-à-dire que le théâtre qui nous intéresse là n'est pas un théâtre qui peut reposer sur une quelconque évidence culturelle ou sur une quelconque utilité, on va dire, universelle, indémontrable, qui reposerait sur un patrimoine, qui serait le patrimoine littéraire, etc. Non, le théâtre qui nous intéresse doit être jugé et a des comptes en quelque sorte à rendre auprès de la réalité. Alors ce premier critère en quelque sorte a plein de conséquences pour nous. Le premier, qui nous a paru évidemment très intéressant, c'est que il y a des circonstances qui ne permettent pas l'existence du théâtre, et il y a des circonstances où il vaut mieux par moment ne pas faire du théâtre pour faire autre chose. On l'a vu dans le cas de la guerre civile espagnole, mais on peut aussi poser cette question-là, par exemple, pendant le Covid-19, où il y avait je ne sais pas si vous vous souvenez des déclarations de Roselyne Bachelot qui disait « Le théâtre est essentiel, il faut réouvrir nos théâtres, le patrimoine, etc. » et de toute utilité. On voit bien que la définition qui nous intéresse, la définition d'un théâtre à la hauteur des circonstances, ne repose pas du tout sur le même présupposé. Ce qui est présupposé, c'est d'abord et avant tout les circonstances, la réalité, et de cela découle ou non un théâtre. D'accord ?
Donc ça, c'était un peu le premier élément, mais c'est un élément qui est important parce qu'en fait, il renverse une certaine idée qu'on peut avoir de la culture, de l'art et du théâtre en général. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, d'abord et avant tout, partent de la réalité et en déduisent une certaine forme théâtrale. Et c'est ce qu'a fait Brecht pendant quasiment toute sa carrière. Il n'a eu de cesse justement de changer en quelque sorte son fusil d'épaule, de changer de théorie théâtrale, de changer d'écriture, etc. Mais parce que les circonstances n'étaient pas les mêmes. Donc là, de la même manière, on essaye véritablement de se dire que le théâtre ne se définit qu'en rapport à la réalité. Bon. Il y a une distinction qui peut être intéressante, sur laquelle j'ai pas beaucoup insisté par rapport à cette première idée, qui est une distinction par rapport à un théâtre d'actualité. Piscator n'aimait pas du tout cette appellation, ça n'a pas grand-chose à voir avec les pièces d'actualité qui se font ici, hein, mais c'est l'expression d'actualité. L'actualité sous-entend, si on prend un exemple, je pense qu'il y en a qui l'ont peut-être vu, mais c'est la mise en scène de Braunschweig de l'école des femmes, juste après MeToo. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, de cette chose. Est-ce qu'il y en a qui l'ont vu? Non, mais alors du coup, le geste, hein, c'est vraiment le geste. Moi, généralement, j'en parle, mais parce que c'est vraiment, il faut imaginer que c'est le raisonnement inverse, justement, d'un théâtre à la hauteur des circonstances. C'est-à-dire que on a du coup un auteur, on a Molière, et puis on a une circonstance qui est, on va dire, évaluée de manière assez anecdotique, hein, qui est du coup le mouvement MeToo. Et le but de la mise en scène est de rapprocher ces deux éléments-là de telle manière qu'on puisse reconnaître et, on va dire, distinguer dans les paroles de Molière, dans cette pièce, l'école des femmes, des éléments, on va dire, actuels. Hein. C'est-à-dire que l'objectif d'une telle mise en scène, hein, c'est un objectif d'actualisation, mais qui n'est autre qu'une manière, en quelque sorte, de montrer que Molière, encore aujourd'hui, peut nous parler à nous, notre société, etc. Hein. Mais là, on voit bien que c'est une défense patrimoniale, hein, c'est ce qu'on avait dit la dernière fois, et il faut bien comprendre que le raisonnement ne part pas de MeToo, il part d'abord d'un patrimoine littéraire pour essayer de nous démontrer que c'est incroyable à quel point Molière est actuel. Et généralement, hein, c'est les expressions qu'on utilise, hein. Molière est actuel. Donc on voit bien que c'est l'inverse, c'est pour ça hein, que l'appellation de théâtre d'actualité peut nous amener dans des sentiers un peu différents, en tout cas de ce qui nous intéresse là. Bon, ça c'était notre première idée. Donc on était très contents. Et puis après, on s'est intéressé à une deuxième idée, qui était le geste du naturalisme. Alors, un théâtre à la hauteur des circonstances. Ah oui, voilà. Un théâtre à la hauteur des circonstances, deuxième critère pour nous aider un peu à le définir, il doit partir d'un geste premier, qu'on va appeler le geste premier du naturalisme, qui est de décrire, de voir une certaine réalité. Donc ça, on l'a vu, hein, et ça aussi, évidemment, ça a été intéressant d'étudier le spectacle d'Alexander Zeldin, donc en tout début d'année, hein, sur Love, à ce sujet. La première mission d'un théâtre à la hauteur des circonstances, c'est en quelque sorte de voir et de décrire cette réalité en faisant entrer la science, c'est-à-dire notamment les sciences sociales, les sciences politiques, dans l'art théâtral. C'est quelque chose qu'on doit au naturalisme et qui aujourd'hui, en réalité, est extrêmement partagé. Aujourd'hui, il est très très rare de voir des spectacles de théâtre qui ne se disent pas documentés ou qui n'ont pas eu, en tout cas, dans leur recherche, dans leur démarche, etc., une manière... Bonjour. Une manière de de s'intéresser, de se revendiquer de tel intellectuel, de Rancière, de Latour, de Annie Ernaux, etc. C'est-à-dire de faire entrer, en tout cas, une certaine connaissance ou de faire entrer une certaine scientificité dans la démarche artistique. Et ça c'est quelque chose qui vient du naturalisme et qui nous permet aussi de nous approcher un peu d'un théâtre à la hauteur des circonstances. Il y a un essai là dont je vais parler... qui moi m'a intéressé, que j'ai lu dernièrement, qui est un essai de Bruno Latour, qui est je crois un de ses derniers, qui s'appelle Où atterrir, comment s'orienter en politique, que je trouve vraiment pas mal, que je vous conseille, hein, qui est vraiment bien. C'est le seul bouquin de Latour que j'ai lu, donc voilà. Mais c'est bien.
Et en fait, une des idées, là, il y a une citation moi, qui m'a paru intéressante, mais évidemment que c'est ça. C'est-à-dire que faire, donc c'est la citation, on est au deuxième petit point, deuxième petit élément de définition, que faire? D'abord décrire. Comment pourrions-nous agir politiquement sans avoir inventorié, arpenté, mesuré, centimètre par centimètre, animé par animé, tête de pipe après tête de pipe, je sais pas pourquoi il dit ça, de quoi se compose le terrestre pour nous? Nous énoncerions peut-être des opinions astucieuses ou défendrions des valeurs respectables, mais nos affects politiques tourneraient à vide. Là, ça c'est intéressant, parce que c'est évidemment le deuxième pilier, en quelque sorte, de notre théâtre à la hauteur des circonstances. C'est d'abord reposer sur une lecture une description scientifique de ce qu'est la réalité. D'accord ? On avait vu des exemples, on n'a pas besoin de s'apesantir là-dessus, on peut passer au troisième, ça va ? Donc pour l'instant, on a 2 critères pour notre définition. La troisième chose, c'est l'arrivée de Brecht et de la définition de son réalisme en réaction au naturalisme. Donc là, je vous renvoie également, c'était, je ne sais plus, le deuxième, non, c'est le premier séminaire, c'était sur Love, où on a beaucoup parlé de ça. C'était l'idée selon laquelle le naturalisme a donc comme intérêt évidemment de nous faire voir et de nous décrire en quelque sorte la réalité, mais pêche. Pourquoi? Parce qu'il ne nous permet pas de penser la transformation nécessaire du monde et de la réalité dans laquelle nous sommes. C'est cette citation de Marx et Engels, évidemment, qu'il n'a eu de cesse de paraphraser et d'adapter un peu pour le théâtre. Les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de différentes manières. Ce qui importe, c'est de transformer d'une certaine manière. Le naturalisme n'a fait qu'interpréter, décrire le monde de différentes manières. Ce qui importe, c'est le réalisme et c'est transformer donc du coup le monde. C'est là où nous sommes petit à petit arrivés avec le réalisme à une définition de ce qui est pour nous et ce qu'on va qualifier maintenant d'un théâtre. Ah oui, c'est jaune. D'un théâtre de la bifurcation. Alors, c'est là où on va s'apesantir un peu plus. La grande différence entre le réalisme et le naturalisme, c'est de dire que dans la description, dans la représentation, il y a quelque chose en plus, il y a l'apparition de ce qu'on va appeler la bifurcation, c'est-à-dire d'un moment d'alternative, un moment de prise de décision, un moment, en tout cas, où il y a la possibilité entre 2 choses. La bifurcation, ici, nous aide à réfléchir véritablement à comment la réalité peut être transformée, et pour cela, il faut que nos personnages nous fassent apparaître des moments de décision, des moments en tout cas de leur vie, de leurs actions, qui ont des conséquences et qui nous donnent à penser différentes transformations possibles de la réalité. D'accord ? Donc c'est ça véritablement le cœur du réalisme. On a vu des exemples, et évidemment que le cas de Piscator, on se souvient de Piscator qui arrive à la fin de l'année 1936 à Barcelone et qui est absolument un peu, on va dire, très étonné de voir qu'il y a à Barcelone, on est en décembre 1936, des théâtres qui sont des opérettes, on voit des farces, des comédies allégoriques, etc., qui remplissent les théâtres. Et il était très étonné, mais parce que justement c'était un théâtre de divertissement, un théâtre de diversion, c'était un théâtre qui ne nous permettait pas de voir la réalité et surtout qui ne nous permettait pas de penser la prise de parti à l'intérieur de la réalité dans laquelle nous sommes. Piscator arrive et il dit ce qu'il faut, c'est un théâtre justement d'orientation, c'est-à-dire un théâtre qui permet en l'occurrence à la réalité de la guerre civile espagnole de choisir entre les deux. C'est-à-dire de choisir entre le camp justement des républicains et le camp du franquisme. Donc ça c'est ce qu'on avait vu à la 2e séance, je pense. Ah non, c'est ça. Ce qui est important là-dedans, c'est qu'on a vu, c'est-à-dire qu'un théâtre de la bifurcation s'oppose déjà à un théâtre de la déresponsabilisation. L'objectif pour eux, c'était de responsabiliser les gens face à l'histoire, de les obliger à prendre parti et d'obliger le théâtre à être un théâtre de la bifurcation, c'est-à-dire à faire apparaître l'alternative sur le bateau de théâtre. Il n'est pas possible d'être indifférent, il n'est pas possible de ne pas voir la réalité, il n'est pas possible de se sentir, on va dire, loin, éloigné ou pas concerné par la réalité dans laquelle ils sont. Que ça soit dans les années 20 pour Piscator face à la montée du nazisme ou dans les années 30 dans la guerre civile espagnole, le théâtre n'est pas là pour faire de la diversion. Un théâtre à la hauteur des circonstances nous aide à nous orienter et nous propose de prendre parti.
D'accord ? Ça, c'était un peu notre troisième élément. Je vais vite, hein, mais c'est parce que comme c'est des choses qu'on a déjà vues, comme ça permet un peu de... Ça va ? Ouais, c'est simple, ça va. Ok. Donc ça, c'était un peu nos deux premières séances, et on se retrouve donc avec 3 critères qui nous permettent de nous approcher d'une définition, en tout cas d'un théâtre à la hauteur des circonstances. C'est un peu notre point de départ. Donc là, on est à la fin des années 30. Passe la Seconde Guerre mondiale et on se retrouve à la 3e séance, devoir étudier un auteur qui est Heiner Müller, qui nous aide, qui va là aujourd'hui surtout nous aider à réfléchir au changement et l'écart historique un peu monstrueux qui nous sépare du théâtre à la hauteur des circonstances tel que le Brecht des années 20 l'avait défini. Et pour cela, à Heiner Müller, on avait commencé à lire une lettre qui est une lettre d'adieu aux pièces didactiques, qu'on va reprendre là, et qui date de 77. Il y a un problème... non ? Et qui date de 77. Alors, donc du coup, on se pose la question, comment Heiner Müller, et moi c'est une des grandes, moi si j'ai autant lu, je pense, Heiner Müller, c'est en grande partie pour essayer de comprendre ce texte, qui est un texte qui est assez mystérieux, qui est donc du coup une lettre, hein, mais qui à mon avis est assez déterminante pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi d'une certaine manière, le théâtre à la hauteur des circonstances telles que le définissaient Piscator, Arconada et compagnie dans les années 20 et dans les années 30, n'est plus du tout envisageable pour Heiner Müller. Donc il dit « J'ai essayé, avec un déplaisir croissant, de trier de cette boue de mots, la boue et mon fait, de nos discussions sur la pièce didactique, hein, l'Erstur, quelque chose d'utilisable pour des tiers. » Donc les pièces didactiques sont les pièces didactiques de Brecht. Hein. Cet essai a échoué, je n'ai pas la moindre idée sur la pièce didactique. Une adepte de Brecht, en 1957, critiquait la correction, les récits ne sont pas adressés. Ce qui n'est pas adressé ne peut être mis en scène. Trêve d'opinions maigres sur l'art, de représentation pré-industrielle de la société. En 1977, je connais mon destinataire moins qu'autrefois. Aujourd'hui, plus qu'en 1957, les pièces sont écrites pour les théâtres, non pour le public. Je ne vais pas me tourner les pouces jusqu'à ce qu'une situation, entre parenthèses révolutionnaire, vienne à se présenter. Mais la théorie sans fondement, ce n'est pas mon métier. Je ne suis pas un philosophe qui, pour penser, n'a besoin d'aucune raison. Je ne suis pas non plus un archéologue et je pense qu'il nous faudra dire adieu à la pièce didactique d'ici le prochain tremblement de terre. L'apocalypse de la décision est périmée. L'histoire a renvoyé le procès à la rue. Même les chœurs appris ne chantent plus. L'humanisme ne se manifeste plus qu'en tant que terrorisme. Le cocktail Molotov est le dernier événement éducatif bourgeois. Que reste-t-il? Des textes solitaires en attente d'histoire, et la mémoire trouée, la sagesse craquelée, des masses menacées d'oubli immédiat. Sur un terrain où la leçon est si profondément enfouie et qui en outre est minée, il faut parfois mettre la tête dans le sable, boue, pierre, pour voir plus avant les taupes ou le défaitisme constructif. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? On passe évidemment d'un Müller qui arrive dans les années 60 dans le théâtre et qui essaye de recoller les morceaux qui le séparent du seul Brecht qui l'intéresse, qui est le Brecht, justement, qui aussi nous a occupé, qui est le Brecht des pièces didactiques. Découragé à la fin des années 70, il a un constat qui est assez dur, qui est de dire que nous ne sommes pas dans une situation révolutionnaire et nous ne sommes pas dans une histoire, c'est-à-dire dans une histoire révolutionnaire. Ce qui s'est passé en réalité, c'est que le théâtre tel que le pensaient Piscator et Brecht était un théâtre de la bifurcation, mais parce que c'était une époque que Müller, qu'on pourrait qualifier de situation révolutionnaire, c'est-à-dire une situation historique dans laquelle l'alternative au nazisme, l'alternative au capitalisme était non seulement désirable, mais était envisagée de manière profondément concrète, de manière complètement, on va dire, lucide, palpable.
Quand on s'intéresse évidemment à Arconada pendant la guerre civile espagnole, évidemment que la bifurcation est assez claire. Les deux camps, pour nous, sont assez clairs. Tu as le franquisme d'un côté et il y a le communisme de l'autre. Quand on s'intéresse à Piscator, évidemment, dans les années 20, il y a le nazisme d'un côté et il y a le Parti communiste allemand de l'autre. Donc on voit bien que les situations historiques dans lesquelles ils se trouvent peuvent tout à fait critiquer, démonter leurs ennemis, mais depuis un extérieur. Et c'est là où ça commence un peu à se compliquer. Il faudra qu'on essaye de réfléchir vraiment à ça. Ce qui a été perdu d'une certaine manière, c'est l'extérieur. Alors, je vais l'écrire. Dans les années 20 et dans les années 30, il est tout à fait possible d'imaginer un extérieur, c'est-à-dire un mode de vie profondément incompatible avec le nazisme ou avec le capitalisme. Et donc du coup, depuis cet endroit, essayer de définir une alternative qui serait parfaitement souhaitable. Ça, c'est quelque chose d'envisageable. Là, on va se faire aider par un philosophe, écrivain qui s'appelle Mark Fisher. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent son travail. Non, pas trop, mais c'est un philosophe britannique, prof, qui est mort en 2017 et qui s'est beaucoup intéressé au mouvement de contre-culture des années 70. Surtout des années 70 et 80. Et il a écrit deux textes, moi, que je trouve très intéressants. Le premier, c'est le réalisme capitaliste, ils sont dans la bibliographie, et le deuxième, c'est Désir post-capitaliste, qui sont ses derniers cours à l'université. Ce que dit Mark Fisher, c'est que jusque dans les années 70, il y avait la possibilité de ce que lui appelle un art du grand refus. Donc un art du grand refus. Moi, ça m'a étonné parce qu'en fait, son art du grand refus ressemble à s'y méprendre justement un autre théâtre à la hauteur des circonstances, c'est-à-dire en tout cas à ce à quoi moi je m'étais beaucoup intéressé. Et il dit que cet art du grand refus reposait justement sur un extérieur, c'est-à-dire sur un projet politique alternatif, sur une réelle alternative, d'abord au nazisme, d'abord au fascisme, et puis ensuite à la société capitaliste, une alternative qui politiquement était viable et était concrète. L'art du grand refus existe jusque dans la fin des années 70 et suite à l'échec en quelque sorte des mouvements de contre-culture, que ce soit en France, en Angleterre ou aux États-Unis, l'art du grand refus disparaît. Et c'est précisément ce glissement sur lequel on va essayer de s'attarder un peu aujourd'hui pour essayer de le comprendre. Parce qu'en réalité, en fait, ce qui préoccupe un Heiner Müller, moi j'ai l'impression, ce que ça rejoint, c'est précisément ce dont Mark Fisher parle, c'est-à-dire la disparition d'un art du grand refus. Qu'est-ce qui s'est passé en fait à ce moment-là ? On le sait historiquement, puisque maintenant, je pense que c'est des choses qui sont suffisamment, on va dire, renseignées, documentées, discutées, etc. Mais à partir des années 80, c'est généralement ce qu'on appelle le grand revirement économique avec la transformation et la mutation du capitalisme dans le néolibéralisme. Et surtout, on a l'élection de Ronald Reagan, donc du coup aux États-Unis, Margaret Thatcher en Angleterre, et le revirement un peu de droite de Mitterrand de 83. Et l'idée à partir de là que la société capitaliste est la seule société, ou en tout cas la meilleure manière d'organiser les individus. Ça ne veut pas forcément dire la parfaite, c'est-à-dire, ça ne veut pas forcément dire qu'elle est parfaite, mais ça veut dire que c'est la meilleure, c'est-à-dire que c'est la seule qui existe. Et c'est en cela, en réalité, que Mark Fisher va arriver à la définition d'un concept qui est le concept de réalisme capitaliste, qui permet un peu de donner un nom en quelque sorte à ce glissement. En gros, avant la fin des années 70, il y avait toujours une manière de penser l'art, une manière en tout cas de faire de l'art et de vie qui permettait d'imaginer des modes de vie profondément incompatibles avec la société capitaliste. Donc ça, on est d'accord, et ça permettait d'imaginer un art du grand refus. Et ça permettait également de présenter au public des bifurcations. C'était possible dans les années 70 de parler depuis une marge, depuis un extérieur, encore une fois, c'est ça qui nous intéresse, depuis un extérieur de
de la société capitaliste. À partir des années 80, le régime change avec l'apparition du réalisme capitaliste, c'est-à-dire du néolibéralisme, et cette certitude que de toute manière, le capitalisme ne peut pas être changé. Une des phrases de Mark Fisher, il dit qu'aujourd'hui, il est beaucoup plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. Et en cela, il y a quelque chose de profondément juste. C'est de dire que le réalisme capitaliste est une manière, en quelque sorte, il parle, moi j'aime beaucoup, il parle d'atmosphère généralisée, mais c'est une manière en fait de dire que ce qui imprègne aujourd'hui en quelque sorte la culture, l'art, l'enseignement, etc., c'est que le capitalisme est une donnée qui est proche du naturel, qui est une espèce de seconde nature de nos sociétés et avec laquelle nous devons composer. Et en fait, cette chose-là, petit à petit, dit Mark Fisher, a fait disparaître l'extérieur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et à partir depuis les années 80, nous ne pouvons plus penser une critique, on va dire, de la société capitaliste, ou en tout cas de ses dérives, etc., depuis un extérieur. Et ça, évidemment, que ça a des conséquences. Une des premières conséquences, c'est que ça va pervertir l'art du grand refus. Puisque en fait, une des choses, et ça on le voit assez souvent, c'est une chose qui revient, généralement ça fait partie des critiques, Mark Fisher, il en parle et c'est assez intéressant parce que c'est, on va dire, une critique conservatrice un peu facile qui va dire, bah voilà, il y a un groupe de la gauche anticapitaliste radicale, mais qui s'habille en Nike et qui utilise des smartphones. Et donc du coup, voilà, la critique conservatrice va dire, bah, comment vous pouvez être anticapitaliste alors que vous, une partie de votre désir, en tout cas, passe par ces objets-là, passe par les bienfaits du capitalisme. Et ça, en fait, ce que dit Mark Fisher, c'est très intéressant, parce qu'au-delà de se dire simplement, bon bah écoute, c'est un peu bébête, etc., parce qu'en fait, tout le monde est pris dans ces contradictions, la question est plutôt, mais est-ce qu'il y a véritablement un désir qui irait au-delà du capitalisme, ou qui irait à côté du capitalisme, ou qui ne soit pas, en tout cas, prisonnier, capté d'une manière ou d'une autre par le capitalisme. Et ça, on voit bien que ça rejoint un peu notre idée du théâtre et de l'art, c'est-à-dire à quoi ressemble du coup un théâtre à la hauteur des circonstances, un art alternatif, un art engagé, s'il ne peut pas créer de bifurcation, c'est-à-dire s'il ne peut pas créer dans la réalité des moments d'orientation où on peut remettre en question de manière radicale, en tout cas, la réalité dans laquelle nous sommes. Est-ce que ça va là? Ça va trop vite? Ça va? Est-ce que vous voyez un peu le nœud dans lequel on se trouve? Parce que là, maintenant, on va s'intéresser à l'art. C'est-à-dire qu'en gros, la grande question dans laquelle on se trouve, c'est que jusque-là, c'était tout à fait possible d'imaginer un théâtre à la hauteur des circonstances, c'est un théâtre de bifurcation, mais parce que dans notre société, il y avait la possibilité d'une situation révolutionnaire. Là, on se trouve dans une société qui, calmement, patiemment, a construit ce que Mark Fisher a appelé un réalisme capitaliste et qui, donc, du coup, nous empêche d'envisager un bouleversement radical de notre réalité, puisque l'extérieur n'existe plus. Nous sommes forcément dedans. Et dans ce cas-là, on se pose la question, à quoi ressemble? À quoi va ressembler? C'est la question un peu de cette séance, quand même. Et c'est là où il y a deux pièges. On va utiliser et on va s'intéresser à deux manières de subsister, en quelque sorte, pour cet art engagé, pour cet art de gauche, pour cet art qui veut encore nous faire croire, en quelque sorte, qu'un changement radical de société est possible. Cet art peut être aux prises, je vais effacer un peu. Quelqu'un a un chiffon? J'ai soif. Ah non, ouais, ah super, merci beaucoup. Ah super, merci. Merci. Faut boire de l'eau, hein. Bon. Alors là, on va utiliser un peu, on va essayer de voir, c'est intéressant, c'est les deux écueils, on va dire deux écueils de l'art de gauche d'aujourd'hui, en quelque sorte, selon Mark Fisher, mais qui sont deux écueils qui vont, pour nous intéresser. On va essayer vraiment de comprendre leur fonctionnement, c'est pas si simple que ça. Le premier écueil pour cet art, en quelque sorte, qui vont être un peu des fantômes de cet art du grand refus, avant les années 80. Le premier écueil va prendre la forme de l'ironie. D'accord? Donc c'est l'ironie ou le cynisme de gauche. Alors.
Bon, je vais l'écrire là. Hein. Ah, merci. Trop bien. Ah, super. Merci. Il y a plein de définitions de l'ironie, mais c'est, je pense, une des choses qui a le plus... c'est un des points communs, en tout cas, des artistes qui nous ont intéressés jusque-là, c'est qu'ils détestaient l'ironie, ils détestaient le cynisme. Hein, que ça soit, vous verrez les phrases de Müller par rapport à l'ironie, que ça soit Brecht ou Piscator ou Arconada, ce sont des gens dont un des ennemis en art, c'est l'ironie. Donc on va essayer vraiment de comprendre ce qui se joue là-dedans. L'ironie, il y a une définition un peu commune, un peu simple hein, de la vie de tous les jours. Bon voilà, hein, c'est dire quelque chose qu'on ne pense pas. D'accord ? Le cynisme, pareil, a une définition un peu, on va dire commune, qui est de défendre ouvertement, donc c'est plus sur le champ de la morale, hein, le cynisme, c'est défendre ouvertement des propos, une position qui va à l'encontre hein, de la morale majoritaire, ou qui va à l'encontre en tout cas de quelque chose qui socialement peut être accepté. C'est dire par exemple, j'adore les nazis, bon voilà, ça c'est du cynisme, d'accord ? Mais ça, c'est la définition, on va dire, c'est un peu le degré 1, d'accord ? Dans un geste artistique, ça va se transformer, ça va se muer en une espèce de tendresse. Donc on va avoir des personnages, on va s'intéresser aux personnages. Hop. Ça va se traduire par une espèce de distance un peu moqueuse vis-à-vis de personnages qui sont dans l'incapacité d'eux, ou de personnages qui sont généralement dans des impasses. Ce qui va nous intéresser, c'est et l'esthétique de l'impasse, c'est-à-dire comment on voit une impasse, et deux, cette espèce de distance hein, que l'ironie, hein, dans le geste artistique, va permettre de créer. Il prend pour ça un exemple, moi que j'aime beaucoup, on va prendre deux exemples pour comprendre véritablement comment ça fonctionne. Le premier, c'est un film de Walt Disney qui s'appelle Wall-E. Vous l'avez vu, Wall-E ? Voilà, super Wall-E, génial Wall-E, moi j'aime beaucoup. Donc dans Wall-E, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, l'espèce humaine a foutu en l'air sa planète Terre qui s'est transformée en grande benne à ordures, d'accord ? Donc sur la Terre, il n'y a plus de plantes, il n'y a plus rien de vert, il n'y a que des ordures. Donc l'espèce humaine, bloum, 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 ils vont dans un vaisseau spatial, ils décollent de la Terre et ils demandent à des robots de ranger la Terre. Et quand il y a, pour la première fois, donc du coup la nature qui réapparaît, à ce moment-là, ils peuvent revenir. Ça, c'est la fable de Wall-E, c'est génial. Et donc du coup, dans leur vaisseau, ils sont tous là, hein, il y a toute l'espèce humaine dans un vaisseau, et évidemment, ils deviennent un peu... obèses, complètement apathiques, ils ont des espèces des grandes espèces de, je sais pas, de mini soucoupes comme ça, et ils se déplacent, et puis ils bouffent des sodas, et puis ils regardent tout le temps des informations, ils vivent dans un monde d'illusions. Bon. Donc évidemment, après, je vous raconte pas l'histoire, mais c'est juste pour avoir un peu le cadre. C'est un très bon film, hein, c'est très drôle. Ce qui est intéressant, c'est d'abord la critique conservatrice qui s'est beaucoup attaquée à Wall-E à sa sortie pour dire quel scandale, puisque en gros vous vous moquez de votre propre public. Hein, c'est-à-dire, oh là là, vous nous en mettez plein la vue, on n'est pas venu au cinéma pour voilà, avoir telle ou telle critique ou telle image, en tout cas, hein, de notre société d'aujourd'hui. Ce que dit Mark Fisher, c'est que non, c'est pas tout à fait ça qui se passe. Généralement, en fait, c'est un des films qui a connu un énorme succès, et les gens sont plutôt contents de recevoir cette critique de notre société. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en réalité, cette espèce de critique anticapitaliste, ou en tout cas cette critique de notre propre position, cette critique des dérives en quelque sorte de la société dans laquelle nous sommes, ces dérives-là font l'objet d'un rire, font l'objet d'une distance, mais pas du tout d'une, on va dire, d'une bifurcation, hein, ou d'une prise de risque réelle, hein, politique. Et c'est là où l'ironie, en fait, vient jouer. C'est-à-dire que l'ironie, donc c'est une distance, et nous, on va se voir
ça va nous créer une distance. On a des personnages qui se retrouvent dans une impasse. Hein, c'est ces petits bibendums un peu obèses, qui sont incapables de rien. C'est comme des petits enfants comme ça qui essaient tant bien que mal de se lever et qui se débattent et ils sont attendrissants. Alors que ça c'est censé être une critique, c'est censé nous dépeindre hein, comme ça. Mais en fait, on a une tendresse vis-à-vis de nos propres incapacités et on a une tendresse vis-à-vis de notre propre impasse. C'est ça qui est véritablement assez vertigineux dans l'ironie. C'est qu'il y a une impasse, la situation est désastreuse, mais l'ironie va tout de même nous permettre de penser une possible continuité à travers cette espèce de tendresse vis-à-vis de ces personnages. Il y a une citation là-dedans que j'aime beaucoup de Zizek qui dit « L'idéologie dominante est celle du cynisme. Les gens ne croient plus en la vérité idéologique, ils ne prennent plus les affirmations idéologiques au sérieux. La distance cynique n'est qu'une façon de rester aveugle à la puissance structurelle du fantasme idéologique. Même si nous ne prenons pas les choses sérieusement, même si nous les tenons à distance avec ironie, nous les faisons quand même. » Là où ça devient très perturbant, c'est qu'on voit qu'un art critique, Wall-E c'est on peut dire un art critique, une espèce de vestige, ou en tout cas une forme un peu fantomatique de à quoi ressemblait véritablement un art alternatif ou un art du grand refus ou un théâtre à la hauteur des circonstances tel qu'on a pu le définir, devient un art ironique qui n'est en réalité qu'une manière pour nous de continuer avec une petite distance, un petit surplus d'âme comme ça qui va nous permettre d'avoir une espèce de sourire aux lèvres hein, face à des impasses et face à ce qu'on pourrait appeler aussi un aveuglement par rapport aux conséquences politiques dans lesquelles nous sommes. Ouais. L'ironie est assez terrible. Ça se traduit par une forme d'aveuglement, de distance, de scepticisme, mais c'est aussi un geste chez Heiner Müller qui est proche également du suicide sur le long terme. Il est très très dur Heiner Müller par rapport à l'ironie, et notamment à cette ironie-là, c'est-à-dire une manière de ne pas prendre tout à fait au sérieux la question de la bifurcation et la question de la critique. Il dit « L'ironie est une catégorie historique et aussi une catégorie politique. On est ironique envers soi-même. » Donc là, ça c'est l'idée du public qui se voit lui-même critiqué. Donc on est ironique vis-à-vis de sa propre situation. On sait que dans ce mouvement, dans ce processus, on est soi-même voué à disparaître. On se moque de soi-même, du nouveau et de l'ancien. L'ironie est une fuite devant les vues ou les conclusions politiques. La grande différence entre Wall-E et notre art du grand refus, c'est que Wall-E n'est pas du tout un théâtre de la bifurcation, en tout cas une fable de la bifurcation, puisque c'est une fable qui ne nous aide pas du tout à rendre désirable ou à rendre imaginable une alternative à la société capitaliste qui pourtant l'a foutu dans cette merde. C'est-à-dire qu'on a un problème, on a une situation initiale qui est désastreuse, et au lieu, encore une fois, de rendre imaginable ou de rendre palpable une alternative à cette société, on la rend viable par l'ironie. On la rend, on va dire, supportable. Ça aussi, c'est quelque chose qui revient. L'ironie et le geste ironique, transforme un art critique en un art qui, évidemment, va nous apporter... moi, j'aime bien cette idée de surplus d'âme. C'est un peu une espèce de manière de nous rendre un peu plus intelligents. Bah oui, on n'est pas bête. Bah oui, nous aussi, on n'a pas envie de ressembler à ça. Évidemment que c'est pas bien, le capitalisme. Et, mais en fait, tout en continuant. On voit bien que les deux sont indissociables. Il y a un autre artiste, cette fois-ci, donc beaucoup plus proche du théâtre, que j'avais cité l'an dernier aussi quand on avait fait un peu un truc sur l'ironie. Et du coup, j'ai relu et je l'ai mis. Il s'appelle Jean-Charles Macérat. C'est un artiste, il écrit pas que du théâtre, il écrit plein de choses. Il fait plein de choses très intéressantes par ailleurs. Mais je trouve ses textes sur le théâtre, et notamment ceux qui l'ont rendu un peu célèbre, particulièrement... je vais pas dire le mot. Alors, ça s'appelle We Are l'Europe, c'est une de ses pièces les plus connues, qui a été mise en scène par Benoît Lambert. Je ne sais pas si vous connaissez Benoît Lambert. Ouais. Bah, tu connais, bien sûr. Le mec qui a quelques problèmes avec son tapis de bain par rapport à cette histoire d'environnement. C'est déjà dur. Ben moi, je dois avouer que j'ai quelques problèmes par rapport à cette histoire d'environnement.
Par exemple, quand il faut que je lave le tapis de bain, c'est un vrai problème parce que, bon, pour des raisons d'hygiène, tu ne peux pas le laver avec les serviettes, les slips ou les culottes. Et en même temps, c'est un truc que tu laves à 60 degrés. Enfin, si tu n'as pas de caoutchouc dessous. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu laves ton tapis de bain tout seul. Donc, c'est vrai que ça fait une machine de 5 kg pour laver un seul truc. Et j'ai le même problème avec les serpillères. Alors, comment l'ironie fonctionne là-dedans? L'ironie fonctionne déjà, c'est d'abord une manière de se regarder soi-même. L'ironie est d'abord, et ça c'est le premier élément, ce pourquoi, selon Heiner Müller, c'est profondément gênant l'ironie, c'est que c'est une manière de se regarder déjà soi-même. Ça, c'est le premier geste un peu suicidaire, un peu nombriliste. Évidemment que là, le but, c'est un jeu de reconnaissance. Le public va se reconnaître dans ces petites contradictions, dans ces petites réflexions, dans ces impasses du quotidien qui vont nous faire cohabiter et engagement politique type l'environnement et problème du quotidien, c'est-à-dire la réalité des machines à laver. Bon. Et en réalité, on voit bien comment cet exemple, en quelque sorte, crée évidemment une distance qui permet, pour nous en tout cas, de nous sentir aussi un peu mieux, un peu moins seuls par rapport à ces problèmes-là, nous apporte une certaine forme aussi de consolation humoristique, puisqu'on se dit, ah bah oui, en effet, on est bien ridicule, on est bien peu de choses, etc. Donc, on retrouve le mécanisme de reconnaissance, qui est aussi un des mécanismes sur lequel on a le plus tapé avec Brecht et Piscator, c'est-à-dire que là, le but est de se reconnaître, tous et toutes, main dans la main, dans une impasse. Et on voit bien comment Heiner Müller, pourquoi Heiner Müller parle de l'ironie comme une manière d'amener la société à son propre suicide, mais comme la bourgeoisie l'a fait à la fin du XIXe siècle, c'est une manière de lui présenter une critique avec laquelle il se satisfait et avec laquelle le capitalisme n'a aucun problème. C'est-à-dire que même, il faut aller encore plus loin, le réalisme capitaliste n'est rien et ne pourrait pas être une forme de réalisme s'il n'incluait pas, s'il ne digérait pas ses projets critiques, son anticapitalisme, ses propres projets alternatifs, etc. Donc ça, c'était l'ironie et le cynisme. Ça va l'ironie et le cynisme? Donc ça, c'est un peu le premier écueil, c'est une espèce de premier vestige, en quelque sorte, de la manière dont l'art du grand refus peut survivre, tant bien que mal, à l'échelle, dans une condition qui est le réalisme capitaliste. C'est pas très glorieux, L'autre écueil, qui moi m'a fait un peu plus mal, est celui de la mélancolie de gauche. Donc on a passé l'ironie et le cynisme. Donc on a ironie et cynisme, tac, 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 ça c'est le premier écueil. Deuxième écueil, c'est ce qu'on va appeler la mélancolie de gauche. Là, c'est évidemment, c'est plus... Ouais. Donc ça, on va dire, on peut les appeler un peu, c'est les deux survivances fantomatiques de l'art du grand refus, on peut appeler ça comme ça. Mais on va essayer vraiment de s'appesantir sur le fait que ce sont deux manières d'esthétiser nos propres incapacités et deux manières qui aujourd'hui sont impossibles de ne pas voir comme une manière de continuer, une manière de nous convaincre et de rendre supportable le réalisme capitaliste. Et deux choses qui nous éloignent surtout de notre mission, à tous et à toutes, qui est la bifurcation. Bon. La mélancolie de gauche. Alors moi je vous conseille, pour celles et ceux qui lisent l'anglais, il y a un article qui est génial de Wendy Brown qui s'appelle Resisting Left Melancholy, qui est un article qui est disponible en PDF, voilà, partout sur internet. C'est vraiment génial. Wendy Brown, c'est une professeure de sciences politiques de Berkeley qui a beaucoup travaillé sur les modes de gouvernance des sociétés contemporaines. Elle a beaucoup étudié notamment Marx et Derrida. C'est très 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 bien. C'est très... Ouais. Moi j'avais lu un bouquin sur les murs, j'avais étudié ça, sur les sociétés emmurées, et l'apparition des murs, c'était très intéressant. Voilà. Et cet article est génial. Alors cet article est génial, pourquoi il est génial? Parce qu'en fait il permet de retracer, c'est très court, mais c'est très très clair, et on a une longue citation que j'ai très mal traduite tout à l'heure avant d'arriver, mais qu'on va lire tout de suite. C'est très clair, vous allez voir, c'est très clair. Mélancolie de gauche est le nom donné, sans équivoque, par Walter Benjamin. Alors Walter Benjamin, c'est un philosophe allemand
un contemporain de Brecht dans les années 30. Il se suicide à un moment où il pense être pris par les Allemands. Il fuit, il est en France, il est dans le sud de la France. Mais c'est un philosophe qui a énormément travaillé sur Brecht, sur Baudelaire. Et c'est quelqu'un à qui on doit énormément de pensées, notamment sur le concept de la pensée mélancolique, par rapport à l'histoire. Bonjour Solal. Notamment par rapport à l'histoire et la culture, etc. Et il a écrit des textes, il y a les essais sur Brecht, aux éditions de la Fabrique, de Walter Benjamin, qui sont très très bien, que je vous conseille. Et c'est lui qui est à l'origine de la mélancolie de gauche, de cette expression très bizarre. Mélancolie de gauche est le nom donné sans équivoque par Walter Benjamin aux besogneux de la Révolution qui, en définitive, sont plus attachés à une analyse ou à un idéal politique particulier, et même à l'échec de cet idéal, qu'à la saisie dans le présent des possibilités d'un changement radical. Alors déjà, ça fait un peu mal, c'est-à-dire que ce sont déjà des personnes qui... Mais je ne vais pas paraphraser ce qu'elle dit, pour l'instant c'est très clair. L'ironie de la mélancolie, bien entendu, est que la tristesse de la perte dépasse le désir de se remettre de cette perte, de vivre le présent libéré, délivré de son poids. Voilà ce qui rend la mélancolie si tenace dans nos vies, c'est en effet un état qui structure notre désir, plutôt qu'une réponse éphémère à la mort ou à la perte. C'est pas terrible la traduction, désolé. Mais ce qui est encore plus perturbant, c'est l'apparition d'une gauche politique davantage attachée à son impossibilité qu'à son éventuelle créativité, une gauche qui repose davantage sur sa propre marginalité et sur ses propres échecs, plutôt que sur l'espoir, dont l'esprit est abstrait et dont le désir est soit passéiste, soit punitif. Les émotions et les sentiments, y compris la tristesse, la rage et l'anxiété éprouvées face aux promesses trahies et à la perte d'orientation, qui créent notre attachement aux analyses et aux projets de gauche, doivent être examinés pour ce qu'ils créent, les fondations potentiellement conservatrices et même suicidaires, on retrouve, d'une politique soi-disant progressiste. Là où on retrouve une forme de suicide. C'est très dur, parce qu'évidemment on voit bien que... Mark Fisher s'est suicidé par ailleurs, donc on voit bien que tout est dans tout. Mais en fait, là où ça devient vraiment intéressant, c'est qu'il faut comprendre qu'eux parlent de suicide évidemment à une échelle, et à l'échelle d'un projet artistique et d'un projet culturel. Encore une fois, Walter Benjamin écrit ça, on est dans les années 30, donc il a déjà peur, lui, de la mélancolie de gauche, il a déjà peur d'une espèce de dérive de la pensée de gauche qui se cristalliserait dans une certaine fascination pour son échec et pour son impossibilité. C'est-à-dire davantage pour son côté utopique que son côté, on va dire, concret. Selon moi, la mélancolie de gauche est évidemment extrêmement tenace. C'est l'écueil qui, moi, m'intéresse le plus aussi personnellement. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il passe par deux choses, on va dire deux éléments dont je davantage dans le théâtre. La première chose, moi, qui m'a beaucoup perturbé, c'est l'attachement qu'il peut y avoir dans ce théâtre. Je vais prendre tout de suite l'exemple, c'est plus simple. Est-ce qu'il y en a qui connaissent les pièces de théâtre d'Olivier Sacomano et Nathalie Garot? Oui, un peu. Est-ce qu'il y en a qui ont vu Institut Ophélie ou La beauté du geste? Juste pour voir une des deux? Non? Bon. Mais c'est très intéressant par ailleurs. Ce sont des pièces qui selon moi, méritent vraiment. Elles sont généralement diffusées au T2G, et c'est Nathalie Garot, c'est une metteuse en scène. Olivier Sacomano, c'est un auteur, et ils dirigent tous les deux le CDN de Montpellier. C'est par ailleurs très intéressant. Là où, selon moi, il y a une pente un peu mélancolique, c'est dans l'attachement, c'est plutôt la première phrase de Wendy Brown, c'est un attachement à des discours, un attachement à des figures, des grandes figures de la gauche, un attachement à des analyses, et généralement leurs pièces finissent par l'incarnation sur scène de ces grandes figures. Donc on va avoir Gilles Deleuze, Jean-Luc Godard par moment, on va avoir Silvia Federici, on va avoir Gattari et compagnie, donc du coup des grands noms de la pensée de la gauche, et notamment des grands noms surtout des années 70 pour la plupart,
qui discutent, qui débattent et qui sont comme ça dans un jeu de semi-reconnaissance. On retrouve la reconnaissance comme souci premier, comme semi-reconnaissance, parce que du coup on les semi-reconnaît, donc du coup il y a celles et ceux qui reconnaissent des traits de caractère ou des citations, etc., qui vont ricaner. Donc il y a une espèce de connivence comme ça un peu militante, une connivence de gauche qui s'installe. Mais surtout, moi ce que j'en retire, c'est que c'est véritablement une... Là où, selon moi, ça devient gênant, c'est que ça enferme en quelque sorte la pensée de gauche dans un jeu de reconnaissance, donc le jeu de soi à soi. Donc là, on retrouve le geste un peu suicidaire, et aussi de fascination, c'est-à-dire un jeu de posture, un jeu de discours, et un jeu de paroles qui sont généralement assez abstraites. Bon là, du coup, si je pensais qu'il y en aurait qui auraient vu quand même Institut Ophélie. Et alors ? Mais pour créer un répondant. Est-ce que tu vois de quelle scène je parle? Parce que sinon j'ai l'impression, évidemment, si vous n'avez pas du tout vu à quoi ça ressemble, tu vois de la scène dont je parle ou pas? Bah tu vois, il y a une scène à un moment où il y a plein de gens qui disent des choses intéressantes. Dans Institut Ophélie, tu sais, ils parlent avec des grands mots, et puis beaucoup de... Et puis il y a le philosophe, il y a... Ok, mais bon... Non mais en tout cas, mais du coup cet exemple marche moins bien parce qu'évidemment moi je pensais qu'il y aurait un peu plus de personnes qui auraient vu, mais c'est en tout cas un art dont le militantisme en quelque sorte ou l'engagement politique passerait par un jeu de reconnaissance de ces grandes figures comme des figures discursives qui ont des analyses ou des propos à dire par rapport à notre société. Et c'est là où en fait on retrouve un peu la dimension, on va dire, et de reconnaissance et d'entre-soi et la dimension aussi un peu suicidaire de cette pensée-là. Le deuxième exemple, qui est beaucoup plus parlant, j'espère, c'est l'idée, alors moi je pense que c'est vraiment un des piliers centraux en quelque sorte de la mélancolie de gauche, qui repose sur l'idée que l'art du grand refus, ou en tout cas l'art critique, l'art engagé, l'art qui présente des bifurcations, est un théâtre de la résistance. C'est-à-dire c'est l'art de la résistance. Pendant très longtemps, l'art engagé de gauche se pense, et aujourd'hui se pense quasi exclusivement, que comme un art de résistance. On résiste aux méchants capitalistes, on résiste aux injustices, et on va du coup rentrer en rébellion. C'est toute une esthétique qui va autour de ça. Par exemple, il y a une pièce... Ah, j'adore Pom-Poko. Est-ce que vous avez vu Pom-Poko du studio Ghibli? Ouais. Incroyable Pom-Poko. Pom-Poko, par exemple, c'est un animé des studios Ghibli qui raconte l'histoire de ratons laveurs qui essayent de s'organiser pour défendre leur forêt qui s'apprête à être rasée par les êtres humains. Donc en fait, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un animé un peu barré quand même dans sa fable, mais qui est profondément imprégné de toutes les luttes de gauche, de toutes les théories aussi de gauche, d'action directe. On passe, il y a des assemblées générales, voilà, de ratons laveurs qui discutent du meilleur moyen de, voilà, est-ce qu'il faut discuter, est-ce qu'il faut de la violence, est-ce qu'il faut pas du tout de violence, est-ce qu'il faut simplement leur faire peur, etc., etc. Mais Pom-Poko finit évidemment par la répression, par la mort et par l'échec. Là où Pom-Poko reste, à mon avis, évidemment, dans la case mélancolie de gauche, c'est que c'est une pièce qui va nous recoller évidemment avec certains idéaux, certaines positions de gauche, mais qui va rester dans un schéma un peu de la fascination pour ces révolutionnaires qui un jour ont cru et qui le lendemain sont morts. Évidemment que ça, par exemple, on va prendre la Commune de Paris. La Commune de Paris, il y a très souvent une fascination pour la semaine sanglante, c'est-à-dire ces grandes figures qui ont su se battre contre les méchants Versaillais, et puis ils se font opprimer, quoi. Ils se font, même plus que ça, ils se font tuer pour la plupart. Pareil pour la Révolution allemande. On va parler du double assassinat de Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht par les immondes sociodémocrates. Voilà. C'est-à-dire qu'on va essayer de représenter, en quelque sorte, on va représenter le refus, on va représenter en quelque sorte un théâtre d'alternative, simplement à travers le prisme de la lutte, de la résistance et de l'oppression.
C'est-à-dire on va en faire des martyrs de la Révolution. Évidemment, une des questions qu'on doit se poser, c'est comment sortir de ce schéma. C'est-à-dire comment sortir de cette fascination qu'on peut avoir pour une figure comme Rosa Luxembourg, qui par ailleurs, évidemment, mérite admiration. Mais on voit bien comment notre culture, en tout cas notre art, ne peut penser et ne peut tout à fait, en tout cas, rendre possible un changement radical aujourd'hui en étant encore attaché à ces figures. C'est impossible, selon moi. Il y a quelque chose là-dedans, il y a une espèce de hiatus duquel il faut se défaire. Par exemple, moi je trouverais beaucoup plus intéressant qu'on s'intéresse au 1 mois de réalité de la République bolchevique de Bavière pendant quasiment, donc au moment de la Révolution allemande, c'est-à-dire comment en fait concrètement, c'est-à-dire comment la gauche a réussi concrètement à vivre comme une alternative à ce qu'était à l'époque l'Empire allemand. La Commune de Paris, c'est pareil. Moi, il y a une figure que j'adore qui s'appelle Eugène Varlin. Personne ne parle d'Eugène Varlin, mais il y a une biographie pour vous, écrite par Jacques Rougerie, qui est un peu le grand historien de la Commune de Paris. Et Eugène Varlin, sa grande particularité, c'est que c'était pas du tout un orateur, c'était pas un tribun, c'était même pas... Bon, c'est quelqu'un qui finit par mourir sur les barricades, mais même pas sur les barricades, il se fait rattraper sur une place de village, il se fait trahir. Bon, il n'y a rien de glorieux, il n'y a rien du héros, quoi, il n'y a rien de la figure, etc. Eugène Varlin, par contre, c'est quelqu'un qui était un révolutionnaire de l'ombre. C'était un administrateur, Eugène Varlin, c'était un comptable. C'était quelqu'un qui prenait des notes aux âgés, quoi, et qui, de manière assez besogneuse, de manière assez silencieuse, essayait tant bien que mal d'imaginer ce qu'a été ensuite la CGT. C'est un des fondateurs et un des grands penseurs du syndicalisme ouvrier. Il a, pendant la Commune de Paris, la première chose qu'il a faite, c'est d'essayer d'unir à l'échelle de la commune les différents syndicats. Et il a essayé de mettre en place à l'échelle nationale un regroupement des syndicats. Évidemment, ça a donné ensuite la naissance de la CGT. Quelques décennies plus tard. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est beaucoup plus intéressant à mon avis, et là c'est peut-être une piste comme ça que je donne, pour sortir en tout cas de cette esthétique très mélancolique de la résistance, et puis de l'oppression, et puis on meurt, etc. C'est d'essayer de s'intéresser à la réalité de la Commune de Paris, c'est-à-dire que la victoire de la Commune de Paris, c'est ce qu'elle a fait, mais ce qu'elle a fait comme bifurcation. Elle ne s'est pas posé 36 000 questions. À partir du moment où la guerre franco-prussienne, etc., on s'en fiche, la République, eux, ils ont proclamé la Commune de Paris, c'était fini. Ils commençaient à réformer, à changer, etc., et à s'organiser. Et concrètement, ils ont essayé de rendre désirable, c'est ça qui nous intéresse, de rendre désirable une alternative à la réalité dans laquelle ils étaient. Bon. On a 2 écueils. Ça va la mélancolie de gauche? C'est bien le texte de Wendy Brown, disait, c'est vraiment très bien. C'est vraiment très très bien. Bon là du coup on est complètement déboussolé, on se pose la question. On n'est toujours pas arrivé. Attends, il est quelle heure là? Ah non, ça va. On peut boire de l'eau alors. Ça va pas trop vite. Là on enchaîne sur le dernier mouvement. Ça va? Bon, donc du coup, on réfléchit toujours, c'est-à-dire qu'on se dit, bon, il y a cette veine de Eugène Varlin, s'il y en a qui veulent faire une biographie théâtrale de Eugène Varlin, ça peut être génial. Et vous voyez ce que je veux dire par rapport à Eugène Varlin. Évidemment, comment notamment s'intéresser à ce qu'il a fait, si par exemple, vous voulez faire une pièce de théâtre sur la Commune de Paris, ne pas s'intéresser à la semaine sanglante et s'intéresser davantage à ce qu'ont fait des gens comme Eugène Varlin, moi ça me paraît beaucoup plus intéressant par rapport à notre question. Comment? Oui. Mais parce qu'en fait après, mais ça c'est grâce à la CGT. Ouais. C'est grâce à la CGT. Mais parce qu'après il a été, et c'est vrai qu'il a... Mais c'est marrant, parce qu'en fait il est... d'une certaine manière, il est chiant, Eugène Varlin. C'est-à-dire qu'en fait il est chiant, c'est-à-dire qu'en fait ses textes, ils sont profondément illisibles, tellement ils sont... Moi j'adore, mais c'est des gens qui en fait sont devenus obsessionnels des parties les moins héroïques, et on va dire les moins flamboyantes, les moins spectaculaires en quelque sorte de la Commune de Paris. Et c'est là où ça devient fascinant, parce qu'en fait ce sont ces véritables gens-là sur qui repose une vraie bifurcation politique. Oui. Cette personne que vous mentionnez a pensé ce qui est devenu plus tard la CGT, sauf que les syndicats ont une manière de perpétuer le capitalisme avec négociation. Ah, pas à l'époque,
à l'époque, ils n'avaient pas du tout... et puis même la manière, en fait, la manière dont c'est apparu dans les années 70, hein, c'était vraiment une manière, mais à minima. Hein. À l'époque, il n'y avait aucun code du travail, il n'y avait aucune manière, en tout cas, de faire valoir des revendications salariales et autres. Il n'y avait aucune manière même de rentrer en discussion avec le patronat. Donc en réalité, c'est le premier pas. Évidemment qu'aujourd'hui, mais ça n'a rien à voir avec le syndicalisme d'aujourd'hui, c'est ça que je veux dire. C'était des débats, c'était interdit déjà. Hein. Ouais. Par rapport à ce que vous venez de dire aussi d'ailleurs, il y a une pièce au TGP qui est passée, qui s'appelle 1983, je crois. Ouais. Et qui justement traite exactement de ça, du syndicalisme. Et ça présente un peu sous une manière mélancolique gauche, où justement Ouais. on voit l'essor du syndicalisme, et justement à quel point les syndicalistes ont évolué ensuite. Et Ouais. Ouais. à la fin, il finit par une petite note d'espoir, mais sur 3 heures de spectacle. C'est un peu horrible cette note, non? Quoi, on en avait parlé ici même, de 1983, ouais. Mais non, mais il n'y a pas de souci. Mais oui, mais tu as tout à fait raison. En fait, 1983, typiquement, 1983. Alors après, il y a d'autres soucis. Pour moi, c'est une pièce avec laquelle j'ai énormément de problèmes. Mais c'est une pièce qui ne va même pas jusqu'au bout de l'échec. C'est ça qui est encore pire. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est une pièce qui essaye de nous garder de l'espoir et qui essaie de nous rassurer par rapport à une situation qui en soi est désespérante, mais dont on n'arrive même plus à penser le désespoir. Tu vois, il y a un truc encore plus fourbe, je trouve. Jean-Yves. Moi, c'est juste une petite idée pour Brest, pour confirmer ce que tu dis. Brest dit quelque part que la bourgeoisie éprouve une très grande tendresse pour les révolutions qui ont échoué, à la mesure de la détestation qu'elle éprouve pour celles qui ont réussi. C'est vrai. Oui, complètement. Mais c'est plutôt, en fait, ce qui est perturbant dans la mélancolie de gauche, c'est plutôt le goût qu'on a des échecs. C'est-à-dire cette fascination, mais même pour l'échec. C'est-à-dire que cet attachement, en quelque sorte, à tous ces grands moments de gloire, ces grands moments de pensée, de liberté, etc., s'attacher à leur échec et les représenter, les esthétiser, nous enferme forcément dans un geste qui est teinté de mélancolie et qui donc du coup va nous empêche en quelque sorte. Hein. Moi je pense vraiment que ça nous empêche de penser réellement en quelque sorte ce qu'il faudrait faire aujourd'hui. Mais 1983 en effet est un des exemples de cela, mais il y en a beaucoup. Hein. Il y en a vraiment beaucoup. Bon. Donc on se retrouve avec une définition qui aujourd'hui peine à continuer. On essaye tant bien que mal de tirer une espèce de définition qu'on a bricolée à partir d'un théâtre des années 20, des années 30. Ce théâtre-là, c'est-à-dire ce théâtre de la bifurcation, prend un premier coup de massue, donc du coup par Heiner Müller d'une certaine manière, hein, qui décide de l'enterrer volontairement, hein, c'est le geste des taupes. C'est-à-dire que si aujourd'hui, c'est les textes solitaires en attente d'histoire, hein, ça c'est Heiner Müller, c'est à la fin des années 70, c'est véritablement le geste de dire que de toute manière, l'histoire et la réalité dans laquelle nous sommes n'est pas révolutionnaire et que donc du coup ce théâtre-là ne peut pas exister. Donc on ne connaît pas le destinataire, on ne connaît pas l'endroit dans lequel nous sommes. La seule chose que l'on peut faire, donc du coup, c'est détruire ce qu'il faut détruire. Ça, c'est le défaitisme constructif. Ça, on l'avait étudié la dernière fois. Mais aussi s'enterrer, c'est-à-dire faire la taupe pour espérer réapparaître quelques décennies plus tard, le 7 mars, et pour réapparaître à certains moments comme ça de l'histoire où la situation révolutionnaire est censée revenir en quelque sorte. Donc on se retrouve aujourd'hui, ok. Donc on se dit, alors à quoi pourrait ressembler un théâtre de la bifurcation? Je voulais vous parler aussi, parce que du coup Mark Fisher, il parle de ça de manière un peu différente, mais il pose la question de, est-ce qu'aujourd'hui on peut avoir un désir pour une alternative au capitalisme? Est-ce qu'aujourd'hui il y a une alternative à la société capitaliste sur laquelle on aurait du désir? Il répond par la négative, hein, en disant justement à travers ce concept que tout est pris, etc. Donc en fait, si on ne peut pas faire une bifurcation sur le côté, si on ne peut pas aller au-delà, il va falloir qu'on traverse. C'est-à-dire qu'on traverse le capitalisme et qu'on essaye tant bien que mal
d'en accélérer la fin, c'est-à-dire tant bien que mal, à l'intérieur de la société capitaliste, essayer au maximum d'en définir à petite échelle, à plus ou moins grande échelle, la finitude de la société capitaliste. C'est-à-dire que si on ne pense pas à côté, il va falloir qu'on pense dedans et jusqu'au bout. Moi, ça me fait penser, en fait, il n'en parle pas, mais je trouve cet exemple assez important. C'est une bande dessinée de Jean-Marc Rochette qui s'appelle Transperce-Neige, qui aujourd'hui est adaptée de manière un peu dégueulasse par Netflix et tout. Je pense que vous avez vu. Mais la bande dessinée est vraiment bien. De Jean-Marc Rochette. Et en fait, l'histoire est assez simple, hein. Le Transperce-Neige, c'est un train qui fait le tour de la Terre. Il y a une glaire climatique, hein, qui est un peu l'équivalent de la guerre froide. On est en 84, hein, la bande dessinée, et qui donc du coup a plongé la Terre dans une espèce d'hiver apocalyptique. Et toute l'humanité est organisée dans un train compartimenté qui tourne comme ça autour de la Terre. La première chose, donc nous on s'intéresse aux gens évidemment qui démarrent à la queue, hein, c'est-à-dire à la queue du train, qui sont évidemment, on comprend assez vite hein, que c'est un fonctionnement par classe sociale, hein, c'est évidemment une espèce de parabole en quelque sorte des classes sociales de la société d'aujourd'hui. Et on démarre au début, et en fait au début ils se disent mais attendez, et si on quittait le train ? Donc ça c'est les années 70, on quitte le train, on ouvre le train et puis on y va, on prend nos tentes, on s'organise et donc du coup on imagine un ailleurs en quelque sorte de la société capitaliste qui est représentée par le train avec ses classes sociales, etc. Cette alternative, on est en 84, n'existe plus, d'accord ? Le froid est glaçant, tu sors du train, tu meurs tout de suite. Donc ils se regardent et ils se disent bah, la seule solution bah, c'est de traverser, d'aller jusqu'au moteur quoi. Donc du coup ils remontent le train et petit à petit évidemment il y a des bastons, il y a des alliances, il y a des trahisons etc. Et leur but c'est de monter et d'arriver jusqu'à la tête du train, son moteur. Et d'arrêter le train évidemment. Mais du coup, en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est vraiment pour illustrer. C'est-à-dire que si on ne peut pas penser à côté, si on ne peut pas penser avant ce qui s'est passé, il ne faut pas, il faut penser à l'intérieur et il faut penser dedans. Et essayer au maximum, donc du coup, de s'enfoncer là-dedans. Alors, et c'est là où la pièce étrange arrive. Parce qu'évidemment, moi j'arrive dans ce raisonnement et je tombe sur un essai, un texte de Deleuze, justement, qui s'appelle Le Pli, hein, le philosophe. Et Deleuze, Le Pli. Le Pli, c'est un essai de Deleuze, donc c'est un essai de philo. Comment ? Ah non, pardon. Mais gratte la gorge. Donc, le Pli, c'est très intéressant. Moi, j'adore. Il s'intéresse à un philosophe qui s'appelle Leibniz et à un courant artistique qui s'appelle le baroque. Et en fait, plus il parlait du Pli, de la figure du Pli, plus il parlait de l'esthétique baroque, plus m'est revenu en mémoire un texte de théâtre qui m'a toujours paru extrêmement étrange et que j'essaye de caler, qui est Le véritable Saint-Genès de Jean Rotrou, dont on va parler là. Et en fait, je m'étais dit que c'est une manière, on va le voir et je vais essayer de vous montrer pourquoi, selon moi, en tout cas, bon, c'est une pièce chrétienne, donc on va pas forcément, c'est pas en tant que tel hein, qu'il faut prendre ce texte, mais il y a des choses qui, dedans, grâce à Deleuze, nous permettront, à mon avis, de définir des pistes pour retrouver ce théâtre de la bifurcation. Donc c'est une espèce de faux exemple, on va essayer de s'en inspirer. Alors la pièce en question s'appelle Le véritable Saint-Genès de Jean Rotrou. C'est une pièce qui a été écrite à la moitié du XVIIe. Il y en a qui l'ont lu. Ah, c'est un échec total, quoi. Ah, mais oui. Ah bah oui. Moi, c'est une pièce qui me fascine, hein, qui est vraiment très bizarre. Je vais essayer de vous la résumer. Hein. Ça va être étape 1, ça va déjà prendre 1 heure, je pense. C'est très dur à résumer. Mais je vous la simplifie. Hein. Si vous voulez la lire, c'est très intéressant. On est à la moitié du XVIIe siècle. Alors l'histoire commence avec un argument. Ah, excusez-moi. Là, il me faut de la place. Ok. Alors, il faut que je me concentre. Vous me dites hein, si vous comprenez plus. Ok. Alors, on est
au XVIIe siècle, donc c'est une pièce qui date de la moitié du XVIIe siècle, mais l'action se passe au IVe siècle après Jésus-Christ. On est dans l'Empire romain, d'accord? Il y a un empereur qui s'appelle Dioclétien. Voilà. Et de manière assez classique, Dioclétien est un empereur qui adore un mec, qui est son capitaine, qui s'appelle Maximin. Maximin est un super militaire qui a remporté tout un tas de victoires. Là, je vous résume l'acte 1. Il a remporté tout un tas de victoires militaires en Europe, et les deux mains dans la main reviennent à Rome, et Dioclétien lui dit « écoute, je vais te faire empereur avec moi en te donnant pour épouse ma fille qui est Valérie. » Voilà. Donc là, c'est l'acte 1, et tout le monde est très content, parce que Valérie, quand elle voit Maximin, la première chose qu'elle se dit, c'est « je suis amoureuse ». Donc du coup, je suis amoureuse de Maximin, Maximin est amoureux de Valérie, Dioclétien est content, parce que du coup, tous les deux, hop là, ils vont devenir empereurs ensemble. Valérie se dit, écoute, il y a une troupe de théâtre que j'aime beaucoup, à qui on peut demander de faire une pièce pour célébrer les noces. Donc Valérie va demander à un acteur qui s'appelle Geneste de jouer une pièce de théâtre, et pas n'importe laquelle. Il se trouve qu'à cette époque, vous le savez, c'est l'Empire romain, et les premiers chrétiens étaient persécutés. Et il y avait notamment un martyr très connu qui s'appelait Hadrian. Geneste, disons, c'est sa réputation, joue très bien une pièce de théâtre qui s'appelle Le Martyr d'Hadrian. C'est là où ça se complique. Martyr d'Hadrian, qui raconte, qui est adapté du coup de faits réels, Hadrian a vraiment existé, qui raconte le martyr d'Hadrian. Hadrian qui se fait lui-même massacrer par le vrai Maximin. Donc, est-ce que là pour l'instant ça va? Donc on a Geneste qui a écrit une pièce de théâtre sur un fait divers. Il y a quelques décennies, Maximin, donc notre Maximin là, a tué le vrai Hadrian. Geneste a écrit une pièce qui s'appelle Le Mystère d'Hadrian, et qui raconte comment Hadrian s'est fait tuer par Maximin. Pour l'instant ça va? Et il se dit, attendez, Maximin, c'est votre mariage. Il y a un fait divers, comme vous avez tué un chrétien, c'était génial, on va essayer de célébrer ça. Et en plus, Geneste, qui est athée, est connu pour faire vraiment à la perfection le martyr chrétien, quoi. Il sait très bien faire le chrétien qui souffre sous les flammes comme ça. Et donc Geneste, il est très connu. Donc Valérie, elle se dit, écoute, ça va faire plaisir à mon futur mari. Voilà, Geneste avec ta petite troupe. Il y a d'important dans sa petite troupe, il y a Marcel aussi, ouais. Voilà. Et ils sont plusieurs, ils sont 3-4. Du coup, allez-y, faites-nous cette pièce de théâtre. Et donc du coup, il y a un des acteurs un peu mal à l'aise qui demande à Maximin, mais du coup, c'est moi qui vais vous faire. Est-ce que ça va si je vous joue sur scène? Donc du coup, Maximin, il dit bien sûr, allez-y. Voilà. Fin de l'acte 1. C'est déjà un acte 1 chargé. On arrive à l'acte 2 et Geneste, voilà, il est tout seul. Donc on est déjà dans le théâtre, c'est-à-dire il répète en fait, donc il discute avec le décorateur et il répète son texte, Geneste. Donc là, c'est hop, la citation. Là, il se passe quelque chose d'étrange. Donc il répète son texte. Hadrian, c'est son personnage, Ça va? Vous me dites, pour l'instant, en termes de compréhension, ça va? Oui? Ok. Il serait, Hadrian, honteux d'être vaincu. Si ton Dieu veut ta mort, c'est déjà trop vécu. J'ai vu, ciel, tu le sais, par le nombre des âmes, que j'osais t'envoyer par des chemins de flammes, dessus les grilles ardents et dedans les taureaux, chanter les condamnés et trembler les bourreaux. Il répète ces 4 vers. J'ai vu, ciel, tu le sais, par le nombre des âmes que j'osais t'envoyer par des chemins de flammes, dessus les grilles ardents et dedans les taureaux, chanter les condamnés et trembler les bourreaux. Et puis, ayant un peu rêvé et ne regardant plus son rôle, il dit « Dieu, prenez contre moi ma défense et la vôtre. Des faits comme de noms, je me trouve être un autre. Je feins moins Hadrian que je ne le deviens, et prends avec son nom des sentiments chrétiens. Je sais pour l'éprouver que par un long étude, l'art de nous transformer nous passe en habitude, mais il semble qu'ici,
Des vérités sans phare passent, et l'habitude et la force de l'art est que Christ me propose une gloire éternelle contre qui ma défense est vaine et criminelle. Suspicion, suspicion. Il commence à ressentir des sentiments chrétiens, alors que c'est un athée, c'est un acteur. Hein. J'ai pour suspect vos noms de Dieu et d'immortels. Je répugne au respect qu'on rend à vos autels. Ah, c'est un athée, voilà. Voilà hein. Mon esprit à vos lois secrètement rebelle en conçoit un mépris qui fait mourir son zèle. Et comme de profanes enfants sanctifiés semblent se déclarer pour un crucifié, mais où va ma pensée et par quel privilège, presque insensiblement, passais-je au sacrilège, et du pouvoir des dieux perds-je le souvenir? Il s'agit d'imiter et non de devenir. Alors, déjà Geneste, on le comprend, il commence un peu à avoir des doutes, donc il a une suspicion, il commence à plonger dans le rôle d'Adrien qui croit, et dans la croyance chrétienne d'Adrien, et puis hop, tout de suite, on voit bien qu'il est divisé. La première chose qui nous apparaît là, c'est que Geneste est divisé. Il tente un truc, il va dans une direction, il pense toucher du doigt les sentiments chrétiens en jouant le rôle d'Adrien, il pense devenir Adrien, être Adrien, et hop, tout de suite il dit non mais c'est bon, c'est des foutaises, etc. Et puis là, le ciel s'ouvre avec des flammes et une voix s'entend qui dit « Poursuis, Geneste, ton personnage, tu n'imiteras point en vain, ton salut ne dépend que d'un peu de courage, et Dieu t'y prêtera la main. » Ah, il est étonné, il continue. « Qu'entends-je, juste ciel, et par quelle merveille pour me toucher le cœur me frappes-tu l'oreille? Souffle doux et sacré qui me vient enflammer, Esprit saint et divin qui me vient animer, et qui me souhaitant m'inspire le courage, travaille à mon salut, achève ton ouvrage. Guide mes pas douteux dans le chemin des cieux, et pour me les ouvrir, dessille-moi les yeux. » Et hop, rupture. Mais aux veines créant, c'est frivole penser que du ciel cette voix me doive être adressée. Quelqu'un s'apercevant du caprice où j'étais, s'est voulu divertir par cette feinte voix qui d'un si prompt effet m'excite tant de flammes et qui m'a pénétré jusqu'au tréfonds de l'âme. Geneste semble avoir vu une apparition, mais on voit bien que c'est une didascalie, hein, un ciel qui s'ouvre avec des flammes. Donc on voit bien, on est au théâtre, hein. Donc faut bien imaginer que déjà il y a quelque chose un peu qui pour le public est assez surprenant. C'est qu'il va prendre pour réel quelque chose qui pour nous, public, est un artifice théâtral et ne peut être que ça. Deuxième chose importante, c'est qu'il est divisé, il doute. Il a cette chose-là qui arrive, ça l'enfonce et tout de suite après il se dit mais non mais c'est quelqu'un qui me fait une fausse blague, il m'a fait une voix, etc. Très bien. Bon. Geneste continue de répéter, il répète aussi avec Marcel, il répète un rôle, bon très bien. Commence la représentation du mystère d'Adrien. Donc ça c'est l'acte 3, le mystère d'Adrien commence et Geneste n'a plus vraiment de doute, hein, il y va et tout le monde, hein, surtout eux, sont très contents parce que Geneste joue très très bien Adrien. D'accord ? Et on arrive à l'acte 4, et à l'acte 4, il se passe cette chose. Donc on est dans le mystère d'Adrien, hein, on est dans la pièce, d'accord ? Donc Adrien, c'est Geneste, hein, donc c'est la citation qui suit. Mes vœux arriveront à leur comble suprême si l'avant... Ah oui, non, par contre, il faut le dire, le mystère d'Adrien est une pièce qui est très chiante, pardon. Qui est assez ennuyeuse, qui se répète beaucoup et qui c'est très perturbant en fait la manière dont c'est écrit parce que c'est plein de grandes phrases, de grandes logorées chrétiennes, hein, donc en fait c'est très dur de se dire que c'est en disant ces paroles-là, c'est en disant ce texte, hein, que Geneste va trouver la foi, hein, trouver les sentiments chrétiens. Donc c'est d'autant plus perturbant que l'écart entre les deux est assez fort. Un peu comme, je pense qu'il y en a qui ont lu La Souricière dans Hamlet. Donc voilà, c'est des écarts stylistiques qui évidemment là sont assez peu palpables, mais qui sur la longueur de la pièce se font. Alors, Adrien, il dit « Mes vœux arriveront à leur comble suprême si l'avant... » Alors oui, Adrien, pardon. Adrien, donc vous le savez, hein, c'est un martyr, c'est-à-dire qu'il a tenu tête à l'empereur romain en disant « Je ne veux pas abdiquer ma foi chrétienne ». Et Maximin a dit dans ce cas tu vas mourir, et il est mort. Ok ? Mais c'est quelqu'un qui n'abdique pas. C'est ça qui est important.
Mes vœux arriveront à leur comble suprême. Si lavant mes péchés de l'eau du saint baptême, tu m'enrôles au rang de tant d'heureux soldats qui nous-mêmes, étendards, ont rendu des combats. Confirme, cher Antime, donc Antime c'est bon, avec cette eau sacrée, par qui presque tout lieu, c'est un autre chrétien qui on s'en fiche, par qui presque en tout lieu la croix est arborée, et ce fragile sein, le projet glorieux de combattre la terre et conquérir les cieux. Bon, sans besoin, Adrien, de cette eau salutaire, ton sang t'imprimera ce sacré caractère. Conserve seulement une invincible foi, et combattant pour Dieu, Dieu combattra pour toi. Et là, Adrien, regardant le ciel et rêvant un peu longtemps, dit enfin: ah, Lentule. Lentule, c'est le nom de l'acteur qui joue Antime. Hein. Ah, Lentule, en l'ardeur dont mon âme est pressée, il faut lever le masque et ouvrir ma pensée. Le Dieu que j'ai haï m'inspire son amour. Adrien a parlé, Geneste parle à son tour. Suspense quand même. Ce n'est plus Adrien, c'est Geneste qui respire la grâce du baptême et l'honneur du martyr, regardant au ciel d'où l'on jette quelques flammes. Donc là, il retrouve son ciel qui faisait partie du décor du mystère d'Adrien, et il les montre comme preuve. Mais Christ n'a point commis à vos profanes mains ce sceau mystérieux dont il marque ses seins. Un ministre céleste avec une eau sacrée pour laver mes forfaits fend la voûte assurée. Sa clarté m'environne et l'air de toutes parts résonne de concert et brille à mes regards. Il monte 2 ou 3 marches et passe derrière la tapisserie. Descends, céleste acteur, tu m'attends, tu m'appelles, attends, mon zèle ardent me fournira des ailes du Dieu qui t'a commis, dépare-moi les bontés. Et du coup, il y a Marcel qui représentait Nathalie, donc là c'est l'actrice qui dit ma réplique a manqué, ses vers sont ajoutés, qui est un peu perturbé quoi. Lentule qui faisait Antime, il est fait sur le champ, et sans suivre l'histoire, croit couvrir en rentrant son défaut de mémoire. Donc on se dit, il a perdu il a fait son chemin tout seul quoi. Et Dioclétien, waouh, voyez avec quel art Geneste sait aujourd'hui passer de la figure au sentiment d'autrui. Valérie qui dit, oh, pour tromper l'auditeur, abuser l'acteur même de son métier sans doute et l'adresse suprême. À partir de là, Geneste ne va faire plus qu'un avec Adrien, et arrive avec nous l'acte 5, où l'empereur, voyant cela, c'est-à-dire voyant que Geneste ne tient plus tête à un Maximin fictif, mais tient tête maintenant aux vrais empereurs en leur disant « Je ne vais pas abdiquer, ce n'est pas une illusion, ce n'est pas du théâtre, je suis vraiment chrétien et je suis véritablement traversé par des sentiments que je ne vais pas abdiquer. » À partir de là, Geneste devient véritablement Adrien et va en subir évidemment le même sort, puisqu'il va devenir lui-même, c'est pour ça qu'on a appelé pendant longtemps le véritable Saint Geneste s'appelait aussi le martyr de Geneste. Ce que Geneste, la pièce finit à la fin de l'acte 5 par la mort du coup de l'acteur devenu croyant par le même Maximin. Voilà. Exactement comme du coup la pièce dans la pièce. Est-ce que ça va du point de vue de l'histoire? Ça va. Elle est plus tortueuse que ça, mais bon. Bon, déjà, c'est une structure qui est quand même très étrange, qui est très baroque. On voit qu'il y a un jeu de mise en abîme, et surtout, il y a un jeu, moi, que j'aime énormément, qui est après revenu, qui a beaucoup inspiré, notamment Strehler à un moment, qui sont des jeux de diversion. C'est-à-dire qu'on a une fable ultra ennuyeuse au début, on se dit, oh non, ça va être l'histoire du mariage avec le capitaine, le père qui donne sa main, et là, bam, on s'en fiche complètement, c'est-à-dire qu'on a au début une espèce de premier plan, on pense que l'histoire va être ça, et on voit que dedans, en réalité, il ne va pas du tout être question d'amour ni de mariage, il va être question de théâtre. Bon. Moi, ce qui m'a intéressé, il y a 2 choses qui me paraissent vraiment importantes dans cette pièce et qui m'inspirent en quelque sorte, et qui vont essayer de rattacher le reste de la séance. La première chose, moi, que je trouve assez importante, c'est l'idée de la croyance. Donc là, je cherche, moi, dans ma tête, je cherche à la manière dont on peut retrouver un théâtre de la bifurcation, c'est-à-dire un théâtre avec des personnages qui ne sont pas aux prises avec l'ironie ou avec le cynisme.
la particularité d'un personnage comme Geneste, c'est que c'est un personnage qui a, on va dire, accepté que sa croyance passe au-dessus de son jugement et qui, d'une certaine manière, par naïveté ou par folie, va s'entêter dans une direction qui va le mener jusqu'à la mort. La confusion initiale de Geneste, c'est-à-dire ce moment de doute, où Geneste va voir du coup des flammes sortir d'un faux ciel, avec sans doute des fausses flammes, un faux ciel, et dire « ça c'est ma révélation », cette chose qui dès le début en fait va être pour lui la preuve de, pour nous public, est quelque chose évidemment de assez risible. On va prendre cette personne-là pour fou, en quelque sorte. C'est-à-dire que pour nous, ce n'est autre que de l'artifice. Mais la grande différence, c'est qu'on ne peut pas se moquer de Geneste. À partir de là, Geneste est tombé dedans et n'en démordra pas, il ne sortira pas de ce doute, et surtout, il a quitté le moment de flottement dans lequel il était. Il a décidé de ne faire qu'un avec le destin qu'on lui présentait, c'est-à-dire celui du coup d'un martyr. Geneste nous a fait apparaître une espèce de bifurcation à l'intérieur même du coup de ce qu'est la pièce de théâtre, une bifurcation qui est artificielle et qui ne repose que sur la croyance. C'est-à-dire qu'il n'y a que la croyance qui va lui permettre de prendre cette bifurcation et d'être capable d'endosser le qualificatif de fou, d'une certaine manière. C'est-à-dire que la bifurcation se présente, c'est comme si on lui présentait une autre vie. C'est-à-dire qu'à lui, il y avait évidemment Geneste qui se moque des chrétiens, c'est ce qu'il dit. Jusque-là, il ne jouait des chrétiens qu'en se moquant d'eux. Secrètement, il désapprouvait évidemment ce qu'Adrien disait, jusqu'au moment où il joue en devenant Adrien et en choisissant et en ayant voulu d'une certaine manière cette trajectoire. Et évidemment, c'est à la fois extrêmement étonnant. Déjà, il y a quelque chose de l'étonnement là-dessus, il y a quelque chose aussi du mystère. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a fait que Geneste, d'un coup, s'est dit que cette chose-là était la preuve, pour moi, en quelque sorte, de l'existence de Dieu. C'est ça qui est assez fascinant. Donc la première chose, c'est l'idée de croyance. Je pense qu'il y a quelque chose dans des personnages foncièrement... Bon, alors évidemment, c'est une pièce chrétienne, il s'agirait de croire aussi à autre chose, mais évidemment que une des choses là-dessus qui nous permettrait de sortir du scepticisme, de sortir aussi de la mélancolie, de la dépression, de sortir aussi du doute ou de cette mini-distance un peu rieuse et moqueuse, c'est ces espèces de blocs. Geneste, c'est un bloc. À partir du moment où le doute l'a quitté, c'est un bloc qui se dirige vers précisément le martyr et le destin d'Adrien. Et ça, c'est une espèce de... moi, j'aime beaucoup, parce que Deleuze parle de pli, mais parle comme une manière, en réalité, de jouer de la manière de superposer. On voit bien que le martyr de Geneste vient se superposer au martyr d'Adrien. Et le but, c'est de faire croire qu'au début, il y a de l'espace, et puis à la fin, de faire croire qu'il n'y a qu'une seule page. Et en fait, ça, c'est quelque chose que le théâtre peut faire. Le théâtre peut tout à fait faire ça, faire des espèces de trajectoires comme ça. Donc ça, moi, je trouve ça intéressant, c'est-à-dire la fin en fait d'une distance, la fin de l'ironie en fait, et la fin de la distance. C'est-à-dire que au début, il est ridicule, Geneste. Il est ridicule, même nous on va rigoler, on va faire la bonne blague et tout, il croit que ça, c'est marrant, il a perdu la mémoire, etc. Mais la seule différence qu'il y a entre le martyr d'Adrien et le martyr de Geneste, c'est la mort. Dans le martyr d'Adrien, Adrien est censé souffrir sur scène. C'est-à-dire qu'il est censé vivre en quelque sorte la mort. On apprend la mort de Geneste, et ça c'est le dernier acte, c'est la toute fin du véritable Saint Geneste. La mort de Geneste ne se passe pas sur le plateau de théâtre, se passe à l'extérieur. Ce qui est très perturbant, c'est la seule grande différence entre les deux. Mais là-dessus, c'est censé aussi nous montrer que, en fait, nous remettre dans le doute. C'est-à-dire nous remettre dans le doute, nous, par rapport à ce qu'on a vu et par rapport au Geneste. Geneste était sérieux. Il allait jusqu'au bout. Et sa mort est une vérité. La pièce finit sur des quatrains que je trouve assez intéressants. C'est l'autre pomme, là, c'est lui qui dit ça. C'est Maximin qui dit ça. Il parle à sa future femme, Valérie. « Ne plaignez point, madame, un malheur volontaire
puisqu'il l'a pu franchir et s'être salutaire, et qu'il a bien voulu, par son impiété, d'une feinte en mourant, faire une vérité. La pièce finit sur le mot vérité, mais encore une fois, c'est quelque chose qui est très important, c'est qu'il a voulu faire de sa mort, c'est un martyr, hein, il a voulu faire de sa mort l'élément de vérité, la seule vérité possible en quelque sorte d'un plateau de théâtre. C'est ce qui se passe hors scène, ce qu'on ne voit pas. Ça, c'était un peu le premier élément. La deuxième chose qui, moi, me paraît intéressante pour toujours contre cette idée... là, c'est davantage contre la mélancolie de gauche, on peut dire. L'autre chose, moi, qui me paraît intéressante, c'est sur la fin, c'est-à-dire le concept même de fin. Aujourd'hui, mais ça, je pense que je l'ai déjà dit, moi, j'ai commencé à m'intéresser aux histoires à travers les séries télévisées et j'ai eu une formation d'écriture de séries télé et pendant un moment j'ai été très perturbé et j'avais cette prof qui était géniale qui s'appelle Isabelle Reynaud, c'était à Montréal, qui parlait des fins et qui disait une chose absolument désastreuse, c'était qu'aujourd'hui, on avait de moins en moins accès aux fins, c'est-à-dire à des vraies fins aux histoires. C'est-à-dire qu'on comprend bien comment dans les séries télé, comment ça fonctionne. Hein. C'est-à-dire qu'on sait qu'aujourd'hui dans les séries télé, ce qui est rentable, c'est on va dire, le décollage. Hein. Et puis dans le décollage, il y a un plateau ici. Ça a un nom, ça, en série télé. Hein. Ça, c'est le pilote. Hop. Et le pilote, il est censé t'emmener là-haut. Ce là-haut-là, c'est quelque chose de très important, puisqu'en fait, on est censé à ce moment-là arriver à un sentiment très fort dans les séries télé que cette chose-là peut continuer, mais éternellement. Friends peut durer éternellement. Et c'est très perturbant. C'est-à-dire que, en fait, la rentabilité de ce moment-là, c'est véritablement d'essayer de convaincre les gens que cette chose-là peut durer, mais comme, voilà. Et moi, je déteste ce sentiment-là. Et Isabelle Reynaud a fait un travail là-dessus pour dire que, en réalité, ce qu'on rate, ce qu'on perd, et ce sur quoi il faut se battre, hein, c'est... Ah non! Écoute, c'est l'atterrissage. C'est encore plus... voilà. Mais ça, c'est très intéressant, parce qu'en fait, il faut bien rendre compte que l'exemple des séries télé est assez caricatural, mais il est intéressant, parce qu'en fait, ça influence énormément la manière dont les gens, aujourd'hui, aussi écrivent des histoires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on demande aux séries télé de nous faire décoller, de nous amener dans ce petit paradis-là, qui peut être rentabilisé en fonction du succès, hein, et qui donc, du coup, adapté, mais on ne pense plus à ça. Et en fait, d'après Brecht, mais d'après, là pour le coup, énormément de personnes, une des grandes utilités, moi je pense qu'on perd quelque chose d'énorme en nous enlevant les fins. Et une des questions, moi je sais que j'essaye de... C'est une question que je me pose quasiment tout le temps, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on perd en n'ayant pas une fin ? C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose, déjà il y a quelque chose un peu de politique et d'humilité par rapport au projet artistique, hein, c'est-à-dire que ça c'est faux. Hein, cette chose-là, elle est fausse. Cette espèce de mini-paradis, je ne sais pas si vous avez déjà vu, il y a un documentaire qui avait été fait sur Friends et sur les dernières saisons de Friends, je ne sais pas si vous connaissez un peu ça. Vous connaissez Friends. Friends ne devait pas avoir de fin, parce que justement, il y avait des enjeux économiques évidemment énormes, hein, vous imaginez, et évidemment que la possibilité même d'une fin a déchaîné des crises d'angoisse absolument monumentales chez les gens, justement parce qu'ils étaient accrochés à cette chose-là, à cette chose un peu illusoire qui est que ce quotidien, en tout cas, n'aura pas de fin. Ce quotidien-là, sur lequel on se bâtit, ne changera pas. Et évidemment que l'idée de la fin est aussi politique, parce que c'est accepter d'une certaine manière la finitude. Reynaud, elle était assez géniale, mais parce qu'en fait, il y a un truc tout bête dans le fait d'accepter qu'un projet artistique ou une histoire finisse, qui est aussi de nous permettre de penser l'histoire déjà dans sa globalité, mais surtout de ne jamais être accroché à ça. Cette chose-là, c'est sur cette chose-là que se bat Brecht, parce qu'en fait, de cela dépend une forme de naturalisation de nos manières de penser, ou de considérer comme naturel ou comme inchangeable, hein, tout ce qui nous entoure, etc. C'est ça le nerf de la guerre, hein. C'est ça qu'il faut combattre. Donc, on montre que cette chose-là est atteignable d'une certaine manière par le pilote, mais c'est surtout fini d'une certaine manière par la fin.
on s'intéresse au véritable Saint Geneste, ce qui est génial, c'est que tu as l'impression que Geneste... Pourquoi Geneste accepte d'être Adrien alors qu'il sait pertinemment qu'Adrien meurt à la fin de l'histoire? C'est ça qui est perturbant. C'est-à-dire que Geneste accepte d'être Adrien alors qu'il connaît pertinemment comment la pièce va finir. Et nous aussi, on sait comment la pièce va finir. Tout le monde sait. Dès le début, c'est dit. Le mystère d'Adrien raconte quelqu'un qui trouve la foi, qui défie son empereur et qui se fait massacrer par cet empereur. C'est ça l'histoire. Et cette histoire-là, on l'a dès le début. Et donc en fait, une des questions moi, que je me pose, c'est vraiment quelle est l'utilité de connaître l'intégralité de l'histoire comme ça. Une des choses moi, qui me vient à l'esprit, c'est évidemment de se dire qu'il y a... j'ai l'impression d'être face à une histoire de laquelle je peux me poser la question de à quoi ça me sert. C'est-à-dire que j'ai l'impression que le geste le plus beau de Geneste, c'est Geneste, en fait, c'est une espèce de mise en abîme du geste théâtral lui-même, puisqu'il accepte sa propre finitude, il accepte de finir son histoire, mais pourquoi ? Pour permettre aux autres de l'utiliser. Adrien meurt pour permettre aux chrétiens d'utiliser comme martyr. Geneste meurt pour permettre à ses troupes, etc. etc. C'est-à-dire que d'une certaine manière, l'utilité ou la question, en tout cas de l'utilité de l'œuvre d'art, ou en tout cas de l'utilité de l'histoire, commence à partir du moment où on l'accepte fini. Mais comme quelque chose de clos, comme quelque chose qu'on peut soit répéter, soit déplacer, etc. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on perd. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a très souvent des fausses fins. On a des fins ouvertes ou des fins en pointillés. Mais on accepte assez peu de mettre fin, justement, à ce petit moment de paradis. Mais quitte à décevoir. Et j'ai l'impression qu'en fait, ce qui est intéressant, là, par exemple, dans le véritable Saint Geneste, c'est que la fin... d'une certaine manière, n'est pas une espèce de pirouette de résolution ou de plan B. C'est exactement ce à quoi on s'attendait. Et c'est ça, en fait, où ça déjoue complètement, à mon avis, aussi une partie des pièges et de la mélancolie de gauche et de l'ironie. Ouais. Eh oui. Oui. La mélancolie, en fait... Bah en fait, la mélancolie, c'est une manière, comme elle dit Wendy Bond, c'est une manière de savourer un certain flou. La mélancolie est censée nous plonger dans un état de flottement temporel où le passé coexiste avec le futur et où le doute est accepté un peu comme moyen d'existence. C'est Hamlet, d'une certaine manière, qui, il le sait, doit tuer l'assassin de son père, mais qui, entre le moment de prendre véritablement la décision et cette identité-là et le moment où il sait qu'il doit le faire, flotte. La mélancolie nous met dans un état de contemplation, fascination, où on explore des postures et on voit la résurgence des choses. C'est une chose qui existe dans le véritable Saint Geneste, c'est un flottement. Mais c'est un flottement qui, poussé sur le long terme, se transforme en dépression. Soyez d'accord. Geneste fait le choix à un moment, et c'est dit, c'est la volonté. Il trace. C'est-à-dire qu'en fait, il fait bloc. Je pourrais rester dans ce doute-là. Je pourrais rester dans ce flottement assez agréable, dans cette distance, et c'est ce qu'il faisait, c'est très troublant, parce qu'à un moment, il décrit la manière dont il jouait avant ce personnage. Il jouait Adrien de manière moqueuse, c'est la distance ironique, je peux jusque-là faire ça. Jusqu'au moment où moi, pour ma pomme, je décide, non, de prendre cette chose-là au premier degré, au truc le plus simple, et d'y aller. Et ça, c'est quelque chose qui, évidemment, déjoue, en quelque sorte, toute posture un peu de fascination. La mélancolie est un état de contemplation, je pense. Geneste la quitte tout de suite. Hamlet la quitte vraiment que dans les dernières minutes du dénouement. Ouais. De quoi? De quoi, Rodi? Ouais. Ouais. Non, je pense pas. En fait, je pense pas qu'on peut tout à fait rattacher le concept de mélancolie de gauche à cette idée-là. Je sais pas si les deux sont tout à fait
raccordable. Parce qu'en fait, la mélancolie, elle reste perturbante et instable et inconfortable. La mélancolie, en fait, n'est confortable que dans ces moments de résurgence, un peu d'espoir, mais sur le long terme, elle est un peu inconfortable. Alors que ce paradis-là, il est vraiment vécu comme une bulle qui peut rester comme ça pendant très longtemps. Alors qu'on voit que des états de mélancolie, par exemple dans l'état que peut nous procurer un film comme Pompoko et autres, c'est davantage un état qui n'est pas tout à fait confortable. On sait que la mélancolie de gauche sur le long terme n'est pas tout à fait confortable. C'est-à-dire qu'on se pense comme transition et on se pense comme en dents de scie un peu. C'est-à-dire qu'on accepte à la fois les montées et l'espoir et ses échecs. C'est ça le problème de la mélancolie de gauche. C'est qu'en fait, et c'est pour ça que c'est si tenace, c'est qu'en fait on est autant attaché aux montées qu'aux descentes. Et en fait les deux constituent une espèce de savoureux cocktail. Alors qu'ici, là, le paradis, c'est davantage le goût pour la ligne droite, quoi. C'est vraiment le doux pour pour vraiment quelque chose qui s'approcherait de l'éternité, quoi. Ouais. Pourquoi je parlais de ça? Je parlais sur la fin, sur le concept de fin, c'est-à-dire sur la nécessité. Je faisais une petite digression, je faisais un séminaire dans le séminaire, où je disais qu'une des choses, moi, qui me paraît manquer d'une certaine manière aujourd'hui dans nos histoires, c'est l'acceptation d'une réelle fin, c'est-à-dire d'un réel atterrissage. En assumer les conséquences, en assumer aussi le côté ridicule ou le côté prise de risque, mais d'une certaine manière, il faut accepter cette finitude-là. Et en fait, Geneste est un exemple de ça. Sa trajectoire, c'est ça. Sa trajectoire, il aurait pu, s'arrêter à un moment, mais sa trajectoire, c'est d'aller jusqu'au bout. Et de toute manière, la pièce ira jusqu'au bout. Ouais. Oui. Ah, comment on fait ça ? C'est-à-dire un exemple, tu veux un exemple de... par exemple, Geneste, là, on voit bien que il y a tout un monde qui s'ouvre avec le début de la pièce et tout un monde qui finit. Non, c'est pas une question de résolution, c'est une question, en fait, moi j'ai l'impression que, par exemple, si on prend Geneste, ce qui fait que c'est une vraie fin, c'est une question aussi d'orientation. C'est-à-dire que Geneste nous fait apparaître un moment de bifurcation, c'est-à-dire un moment de division. Il peut rester Geneste et il peut devenir Adrien. Ce qui fait qu'il y a véritablement une fin, c'est qu'il ne reste pas au seuil de la bifurcation, c'est qu'il choisit. Il a choisi et il accepte tout et il va, pouc, c'est fini. Et en fait, ça, je pense que c'est une question d'orientation. C'est-à-dire que généralement, les personnes ont peur des fins. Ils ont peur des fins parce qu'ils savent que c'est là que les gens vont se dire « Mais attends, qu'est-ce que tu veux nous dire ?» Et dans ce cas-là, mais attends, mais quel message tu veux faire passer? Mais dans ce cas-là, quelle partie tu vas prendre? Généralement, en tout cas, toutes les personnes qui écrivent des histoires savent que la fin, c'est très compliqué parce qu'il y a une pression. On sait que c'est une manière de clore. Une manière de clore les interrogations ou une manière de mettre fin au doute. Et plus ça va, et plus je pense qu'on a besoin de fins qui mettent fin au doute. Mais d'une manière ou d'une autre. Geneste, c'est parfaitement discutable. On voit bien que sa trajectoire, elle n'est pas souhaitable au bonhomme. Personne n'a envie de devenir un martyr chrétien et de finir au bûcher. Mais c'est une fin. C'est-à-dire qu'en réalité, j'ai l'impression là où ça rejoint un théâtre de bifurcation et le théâtre d'orientation, c'est l'idée qu'il y a eu véritablement un choix, il y a une orientation qui est proposée. Et encore une fois, Jean Rotrou, il a fait ça dans un but qui est très clair. Son objectif, c'était du prosélytisme, du prosélytisme chrétien qu'il faisait. C'est-à-dire, c'est une manière d'avancer la foi chrétienne comme évidence, comme vérité. Évidemment, il faudrait transposer ça avec d'autres choses. Mais en tout cas, il y a quelque chose là-dedans, je trouve, qui est important en termes de trajectoire et de geste. On ne comprend véritablement une fin d'histoire que quand on accepte une orientation ou quand on accepte une prise de décision, une trajectoire en fait. Ça aurait été horrible si Geneste avait hésité et n'aurait pas accepté Adrien ou le martyre d'Adrien comme histoire. Comment ça aurait fini? On aurait eu un truc complètement décousu.
Vous voyez un peu? Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. De fin de série? Et ça, je sais pas, j'avoue, j'ai pas vu. Oui, complètement. Oui, complètement. Mais c'est un auteur de pièces de théâtre aussi. Là, on s'intéresse à des... Ouais. Ah, ça, je sais pas du tout. Ah non, après, j'avoue, j'essaye de pas, comment dire... j'ai l'impression qu'une des utilités, en tout cas pour moi, et pour vous aussi, j'espère, c'est d'essayer de... comment dire, d'essayer de tirer une définition du théâtre, qui là, en l'occurrence, moi, m'intéresse, parce que c'est aussi celle avec laquelle je suis, pour essayer de voir quels sont nos critères, c'est-à-dire en fait les quelques, je sais pas moi dire, les quelques caractéristiques qui nous permettent de définir. Après, dire ou donner les bons points ou les mauvais points, je sais pas trop. Je vois, c'est beaucoup plus facile évidemment de voir les mauvais points que de voir les bons points. Je sais pas exactement à quoi ressemblerait, selon toutes ces trucs, toutes ces choses qu'on a dites, etc., une pièce de théâtre parfaite. Mais je vois par contre les tentatives et l'idée c'est davantage de réfléchir à pousser chaque tentative esthétique pour ce qu'elle est, quoi, pour ses ambitions, pour comment elle fonctionne et tout. Et après, c'est des hypothèses que je fais. Les hypothèses sur Saint-Genès, c'est-à-dire les deux choses là que j'ai dites par rapport à de quoi avons-nous besoin aujourd'hui, à mon avis, pour retrouver un véritable théâtre de bifurcation, c'est-à-dire cette histoire de croyance, là, cette espèce de naïveté un peu stupide, et que je trouve est essentielle, et des vraies fins, c'est-à-dire des fins qui assument la question de l'orientation. On disait beaucoup que une des choses à assumer dans un théâtre à la hauteur des circonstances, c'est assumer d'être critiquable, c'est-à-dire d'avoir une opposition qui ne fait pas l'unanimité. Et ça, on voit bien qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de ces fins-là, qui ont vraiment peur, c'est-à-dire que... mais parce qu'en fait, ils ont peur de faire comme Geneste, c'est-à-dire ils ont peur de diviser les gens et ils ont peur de faire une position trop rigide. Alors que moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui on a un peu trop de fins un peu en yaourt qui veut satisfaire un peu tout le monde. Mais encore une fois, c'est des hypothèses. On fait une pause. Et puis après on discute.